Kwai, Kwe, Washia, Unusakut. Cette série de capsules est une réalisation du comité Mo'amamu qui implique des membres de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, de l'Institution Kiuna, du Conseil en éducation des Premières Nations et de la Commission scolaire Kativik. Fondé en 2019, le comité Mo'amamu a pour mandat de sensibiliser et de soutenir la communauté facultaire vers l'inclusion des réalités, des savoirs et des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement par une démarche collaborative basée sur le respect et la réciprocité avec les partenaires autochtones. Ces travaux s'inscrivent dans le projet Perspectives, Savoirs et Réalités des Premiers Peuples chapeauté par la professeure Annie Pilote et impliquant l'Université Laval ainsi que l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous tenons à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et le vice-rectorat aux études de l'Université de Sherbrooke pour leur soutien financier. Nous tenons d'abord à reconnaître que le campus principal et le campus de la santé de l'Université de Sherbrooke sont situés sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki, l'Undakina, Kolepayamba, Wambanakiak, Odakewank. Nous remercions la nation Wabanaki de nous accueillir sur son territoire ancestral et de nous permettre d'y séjourner. En guise d'introduction, la première capsule pose quelques principes de base pour l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement. Il est à noter que nous ne nous positionnons pas comme personnes expertes des contenus véhiculés, lesquels émergent de recensions des écrits scientifiques et de consultations auprès des partenaires autochtones. Pourquoi inclure des perspectives autochtones à la formation à l'enseignement? Quelques éléments contextuels incontournables permettent d'abord de saisir le rapport qu'entretiennent les premiers peuples avec l'éducation. Il faut savoir que pour ces derniers, l'éducation est bien encore souvent associée à l'oppression exercée par l'histoire coloniale et les traumatismes intergénérationnels qui en découlent. En effet, la poursuite d'études a longtemps signifié de devoir renoncer à l'identité culturelle autochtone. Ainsi, à partir de 1880 et ce jusqu'en 1985, un amendement à la loi sur les Indiens de 1867 retire automatiquement le statut d'Indien à tous ceux qui obtiennent un diplôme universitaire. Au fil des décennies, la loi sur les Indiens a subi plusieurs amendements dont certains ont créé de nouvelles discriminations, notamment en éducation. Au cours des dernières années, plusieurs enquêtes ont mis en lumière les conséquences de la colonisation. Révocation des droits, appropriation des territoires, génocide culturel et humain, traumatismes intergénérationnels, racisme systémique, perte d'identité et conditions de vie défavorables. La découverte en 2021 des dépouilles sans sépulture de milliers d'enfants autochtones autour d'anciens pensionnats témoigne des sévices infligés et éveille les consciences à agir, ce qui renforce la nécessité d'une prise en compte des perspectives autochtones dans les programmes de formation à l'enseignement. L'expression décolonisation renvoie à la déconstruction des structures coloniales dans une visée de réparation des inégalités, de justice sociale et d'autodétermination des premiers peuples. L'autochtonisation, quant à elle, vise à rebâtir de nouvelles fondations qui reconnaissent les réalités et valorisent les savoirs et cultures autochtones. Certains éléments problématiques émergent du contexte marginalisant de la formation à l'enseignement, qui a tendance à reproduire la culture dominante et à voir le monde à travers des lunettes disciplinaires, voire scolaires, dans des univers cloisonnés où l'école est le véhicule des valeurs de la société dominante. A contrario, des visions autochtones du monde prennent en compte l'individu dans sa globalité, incluant ses capacités à la fois mentales, physiques, affectives et spirituelles relativement à toute chose vivante. Ce contexte marginalisant contribue également à la perpétuation des inégalités à travers des relations pédagogiques hiérarchiques, une absence ou une minimisation des savoirs et des réalités autochtones, ainsi qu'une vision stéréotypée voire discriminatoire des communautés. Plusieurs commissions d'enquête ont soulevé l'importance d'inclure l'histoire, les méthodes d'enseignement et les connaissances des Autochtones dans la formation à l'enseignement, notamment la Commission de vérité et réconciliation du Canada de 2015, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées de 2019, ainsi que la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec de 2019. En réponse aux appels à l'action et aux recommandations des commissions d'enquête, le Conseil en éducation des Premières Nations ainsi que d'autres organisations en éducation autochtone au Québec
ont revendiqué l'adoption d'une nouvelle compétence dans le référentiel des compétences professionnelles à l'enseignement. Cette compétence s'appelle la compétence 15 et elle consiste à valoriser et promouvoir les savoirs, la vision du monde, la culture et l'histoire des Autochtones. En réponse, le nouveau référentiel des compétences professionnelles à l'enseignement a ajouté le libellé suivant. Les enseignants sont des acteurs incontournables de la réconciliation avec les peuples autochtones et le ministère de l'Éducation les sollicite pour qu'ils priorisent le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel. Or, pour Blackburn, il ne suffit toutefois pas de mettre en place des mesures ou des programmes. Un travail d'éducation auprès des professionnels, des enseignants et des étudiants allochtones est encore à réaliser pour démystifier les réalités vécues par les premiers peuples et pour défaire des préjugés et des stéréotypes persistants qui freinent les mesures d'adaptation sous le prétexte du nombre peu élevé d'étudiants autochtones dans les institutions universitaires. Dans le contexte actuel de décolonisation de l'éducation, l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation des futures personnes enseignantes s'inscrit dans une démarche de rapprochement des relations entre les Autochtones et les Allochtones. Il s'agit de créer une passerelle afin de favoriser des vases communicants entre deux systèmes d'accès au monde. Les thèmes émergents des recensions des écrits nous parlent d'une posture d'ouverture et d'humilité culturelle, de l'écoute et de l'opportunité d'apprentissage tout au long de la vie. L'enseignement inclusif est au cœur des approches à valoriser, ainsi que des échanges basés sur le respect et la réciprocité dans une dynamique de collaboration continue. Ainsi, pour le Conseil en éducation des Premières Nations, afin d'inclure les perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement, il s'agit de s'engager activement dans un processus de décolonisation de la formation à l'enseignement, d'adopter des pratiques de sécurisation culturelle impliquant l'humilité, la conscience, la sensibilité et la compétence culturelle de l'équipe formatrice comme des personnes étudiantes. Pour ce faire, il s'agit de savoir sélectionner des contenus authentiques, traitant de l'histoire, des réalités, des savoirs et des cultures autochtones, tout en profitant des occasions de créer des liens dans ces relations basées sur la réciprocité avec les personnes étudiantes, les collègues, ainsi que des membres des communautés autochtones. Pour mieux comprendre les perspectives autochtones et voir comment les inclure dans la formation à l'enseignement, il importe d'abord de saisir les différentes dimensions composant ce que nous appelons l'épistémologie autochtone ou la façon dont les savoirs et les connaissances sont produits chez les premiers peuples. Au fondement de cette épistémologie, l'on retrouve l'indissociable lien entre la connaissance et le sacré. C'est pourquoi la spiritualité occupe une place centrale dans tous les aspects de la vie, de la production des connaissances à leur expérimentation sur le terrain. Ceci explique également pourquoi la science autochtone perçoit le réel dans un ensemble d'interrelations entre les humains, les animaux, le territoire matériel et immatériel, le vivant, la mort, le monde animé et inanimé, incluant les ancêtres, les défunts et l'univers des rêves. Mentionnons également que l'épistémologie autochtone est ancrée dans un contexte particulier marqué par des siècles de colonialisme et d'oppression. Les luttes autochtones actuelles et le processus de réappropriation culturelle teintent les rapports entre les savoirs traditionnels et les savoirs dits occidentaux ou modernes. Ceci influence également la façon dont sont produites les connaissances. Selon Côté, une inclusion respectueuse des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement consiste à apprendre des personnes et des communautés autochtones, d'apprendre avec ces dernières, plutôt que d'apprendre sur les réalités et savoirs autochtones. Campo soulève quant à elle deux aspects à considérer dans les curriculums universitaires dans une perspective d'inclusion des savoirs autochtones. Le premier renvoie aux savoirs et aux perspectives autochtones locales, puisqu'elles sont associées à des savoirs très spécifiques d'une communauté ou d'un territoire. Le second renvoie aux principes et fondements de la pédagogie autochtone qui comportent des caractéristiques communes à toutes les nations basées sur des valeurs partagées. La vision du monde autochtone est qualifiée d'holistique car elle tient compte des dimensions à la fois intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles de la personne et de la collectivité, tout en visant le maintien de l'équilibre entre ces dernières. L'apprentissage y est donc considéré comme holistique plutôt que linéaire.
Tenant compte de l'interdépendance de toutes les choses vivantes, l'apprentissage est considéré comme cyclique, interconnecté et variable. Il représente la nature dynamique du monde en mouvement. Il est à la fois objectif et subjectif, ce qui laisse place au monde des rêves et des visions. L'on recherche des apprentissages qui sont concrets, authentiques et ancrés dans le territoire. L'apprentissage se fait ainsi par le biais de la participation, de l'expérimentation et de l'observation, tout en demeurant adaptable selon le lieu, le temps et le contexte. Tel que mentionné déjà, l'apprentissage est basé sur les relations et la réciprocité dans une dynamique d'équité et de partage du pouvoir, notamment entre l'apprenant et l'enseignant, qui est avant tout considéré comme un guide ou un accompagnant des apprentissages, ce qui renvoie à une structure du monde non hiérarchisée. L'apprentissage vise avant tout le développement de la relation à soi, à l'autre et au monde, et ce, dans toutes les étapes de la vie. La notion d'intergénérationnalité est au cœur de l'apprentissage autochtone. Les aînés sont considérés comme les gardiennes et les gardiens des savoirs traditionnels et occupent une place importante que l'on respecte. Également, l'ensemble des membres de la communauté participent à l'apprentissage. Chez les premiers peuples, le rapport à la réussite renvoie à la notion de mieux-être. Ainsi, on ne se forme pas seulement pour soi-même, mais pour un mieux-être qui va rayonner au sein de la communauté, de la nation et du monde. Ainsi, en contexte éducatif autochtone, les concepts de compétition, de performance, de sanction s'éloignent de l'idée de réussite qui renvoie davantage au plaisir d'apprendre dans une perspective de mieux-être à la fois individuel et collectif. Voici maintenant quelques pistes émergentes qui ressortent de la recension des écrits sur les principes et fondements en pédagogie autochtone. Premièrement, la posture de réflexivité et d'humilité culturelle passe par une sensibilisation des personnes formatrices et étudiantes aux réalités autochtones, historiques et contemporaines. Par après, il importe de cerner, de choisir des contenus pédagogiques qui valorisent les cultures autochtones en partageant leurs histoires, leurs récits et leurs expériences, à travers des ressources pédagogiques autochtones qui sont authentiques et ancrées dans le territoire. Dans le choix des savoirs culturels, artistiques, scientifiques en contexte d'apprentissage multiple et concret, il s'agit de laisser une place à l'oralité, aux récits de vie, aux contes et légendes. Également, la visite de lieux culturels et naturels favorise la rencontre avec les réalités autochtones. Nous pouvons penser au visionnement de documentaires, à l'écoute de chansons, de balados, de divers médiums d'expression. Il est également fortement encouragé d'aller à la rencontre des personnes autochtones ainsi que d'aînés, détenteurs et détentrices de savoirs traditionnels. Finalement, tel que mentionné, il convient de prioriser des apprentissages qui sont expérientiels et en relation avec l'environnement, tels que des sorties en territoire ou l'application de la pédagogie du lieu. En guise de conclusion, rappelons que les modes de connaissance dites occidentales ou modernes partent davantage d'une vision cloisonnée et qu'il s'agit ici de s'ouvrir à une vision plus holistique des didactiques. Les 4 prochaines capsules préparées par le comité Mo'amamu présentent des synthèses de recension des écrits menées depuis l'automne 2019 pour chacune des didactiques en formation à l'enseignement primaire ou secondaire. Sans être exhaustive, des pratiques inspirantes issues de recherches-actions menées en contexte scolaire autochtone sont également partagées dans un souci de réinvestissement et surtout afin d'outiller les personnes formatrices à inclure de façon respectueuse les perspectives autochtones dans leurs activités pédagogiques respectives. Une première capsule est dédiée à la didactique des langues, alors qu'une seconde porte sur la didactique des sciences humaines et sociales. Une troisième capsule aborde pour sa part la didactique des sciences et technologies, et la dernière capsule traite de la didactique des mathématiques. Nous vous souhaitons un beau parcours d'engagement vers l'inclusion des perspectives autochtones dans vos disciplines d'enseignement. Bon visionnement! Nous tenons à remercier chaleureusement chacun des membres du comité Mo'amamu qui a contribué au développement de cet outil pédagogique. Vous pouvez retrouver la liste des membres du comité dans les diapositives qui se retrouvent sur la version PDF du présent document, ainsi que l'ensemble des références bibliographiques consultées pour son développement. Oleone. Et nous vous laissons avec la formulation à employer pour citer le présent document.